Madame, Monsieur, l'équipe de production de Scène de Presse est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre débat dominical. Scène de Presse réunit ce soir, comme tous les dimanches, des journalistes de qualité et des experts connus et reconnus. Au menu de ces 52 minutes d'échange, Elections Cameroun sur le grill, l'organisation en charge de l'organisation et l'organe en charge de l'organisation et de la supervision des élections dans notre pays est à l'épreuve de la crédibilité après le limogeage de l'ancien directeur général des élections et la nomination le 28 mai dernier d'un nouveau top management avec comme directeur général Éric Sousset et Abdul Karimou comme directeur général adjoint. Le duo est crédité d'une expérience certaine en matière d'organisation des scrutins au Cameroun au regard de leurs parcours différents et vient seconder le conseil électoral conduit par Eno Abrams Egbe pour redorer le blason de l'organe mais aussi et surtout pour relever le défi d'une organisation matérielle sans anicroche des prochaines consultations électorales. Les épreuves qui attendent Elections Cameroun meublent le débat ce soir. Également au menu, vos rubriques habituelles, la revue de presse, en zooming les Camerounais et les élections. Mais à l'entame de cette édition de Scène de Presse, je vous suggère de faire un tour dans la région du Nord-Ouest où la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient d'achever une série de concertations avec les forces vives de la région. C'est dans ce zooming que signe Armand Ambassa de CRTV Nord-Ouest. Au deuxième et dernier jour de la mission d'écoute des populations du Nord-Ouest, les 15 membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se sont répartis en 4 sous-commissions. Peter Mafani Moussongue, en sa qualité de président de cette commission, a reçu en audience plusieurs personnalités de la région. Actions are better than words. Le chef d'État lui-même, il est en train de travailler. Il a de bonne foi vraiment pour amener les solutions. Amatou Toumouna, dans la sous-commission bilinguisme, a laissé s'exprimer librement ses interlocuteurs. La présence de la commission, ça diminue la tension. La sous-commission multiculturalisme, conduite par Efou Mbozo, a également collecté plusieurs informations qui ont permis à la commission de faire un état des lieux. Il y avait d'abord un centre culturel de Bamenda, que ce centre culturel pouvait être rétabli. Enfin, à la sous-commission du Vivre Ensemble, coordonnée par le professeur Abouem Achoyi, la consolidation de l'unité du Cameroun était au menu des échanges. De blanchir l'image de l'anglophone, donner une raison à ses revendications, même si son approche n'est pas l'approche cautionnée. Je ne suis pas pour la violence. Au finish, toutes ces informations collectées par cet organe consultatif seront consignées dans un rapport qui sera transmis au chef de l'État. Et autour de la table ce soir, le docteur Hugues François Onana, journaliste sociopolitiste, mais surtout auteur du livre Pratique de la gouvernance au Cameroun. Yannick Yemga également, qui est journaliste et coordonnateur de la rédaction de l'Œil du Sahel. Le professeur Aboya Manassé Ndong, qui est politologue à l'université de Douala. C'est sous cette casquette-là qu'il intervient ce soir. Enfin, une dame, le professeur Justine Difo, universitaire et coordonnatrice nationale du mouvement de l'ONG More Women in Politics. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Scène de Presse. Bonsoir, Presse. Alors, nous venons d'écouter ce reportage qui nous vient de CRTV Nord-Ouest et signé de Armand Ambassa. Docteur Hugues François Onana, que vous suggère ce reportage que vous venez d'écouter et qui nous fait le point sur cette réunion qui s'est achevée, cette concertation qui s'est achevée dans la région du Nord-Ouest? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. La question relative au déploiement sur le terrain de la commission Moussongue nous interpelle en ce sens que l'objet, l'existence même de cette commission
Et puis son travail est une problématique aussi actuelle que pertinente. Et le fait que ces messieurs et dames soient déployés sur le terrain, en dépit de la crise qui sévit dans cette région, montre bel et bien qu'ils ont compris le sens de leur mission. Je rappelle que cette commission avait déjà pris langue avec les forces vives de la région du Sud-Ouest. Tout à fait. Je pense que le séjour dans le Nord-Ouest ne vise qu'à compléter les informations qui ont été collectées au niveau de la région du Sud-Ouest, et étant entendu que la question du bilinguisme et du multiculturalisme est générale à toutes les régions du Cameroun, et que la Commission a choisi d'abord de se déployer dans les régions dites anglophones. Il était normal que ces messieurs et dames de la Commission se rapprochent des populations sur le terrain pour recueillir leurs opinions, leurs aspirations, leurs volontés, leurs points de vue, et même leurs suggestions. Alors justement, Yannick Yemga, après avoir écouté le docteur Hugues François, est-ce qu'on peut dire que le dialogue est effectif? La Commission a quand même pu recueillir les desiderata de ces différentes populations? Bien, bonsoir à vous, Lucrèce, et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Pour répondre directement à votre question, je voudrais dire quand même que la commission Moussongué est sur le terrain depuis. C'est vrai qu'on parle du Nord-Ouest parce qu'il y a un contexte sociopolitique dont il ne faut pas faire abstraction. On prête beaucoup de pouvoir, ou bien on met beaucoup d'espoir, on fonde beaucoup d'espoir dans cette commission. D'aucuns pensent que c'est la panacée pour régler le problème anglophone au Cameroun. Ce n'est qu'un élément, qu'un élément parmi les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Je rappelle que la solution à ce problème est politique. Et donc, quant à l'action de la commission Moussongué, je crois que aller sur le terrain, rencontrer des personnes, dialoguer, c'est une bonne chose. Encore qu'il faut savoir aujourd'hui avec qui est-ce qu'il faut dialoguer. Je pense que je n'ai pas vu dans votre reportage qu'il y avait les autorités traditionnelles. On sait que ce sont des régions comme la région du Nord, comme les régions septentrionales, où le pouvoir traditionnel est très important dans... Peut-être pas en interview, parce que je voudrais bien signaler là qu'il s'agissait du deuxième ou du troisième papier que nous faisions sur... non, mais moi je réagis au papier que vous avez présenté. Non, c'est pour ça que je vous apporte cette information supplémentaire. C'était donc le deuxième ou le troisième papier sur cette cérémonie-là qui portait sur les différentes commissions qui ont été mises en place de ce côté-là. Mais dans le premier papier, effectivement, on a vu les autorités traditionnelles intervenir. Bien, si cela a été fait, c'est une bonne chose, parce que les chefs traditionnels sont des acteurs sociaux qui sont très importants. Je voudrais dire qu'il y a d'autres acteurs qui sont tout aussi importants, les acteurs politiques et la société civile. Le problème aujourd'hui, c'est que on a l'impression d'être dans une impasse parce qu'il n'y a pas de véritable, si vous voulez, il n'y a pas de véritable personne avec qui il faille dialoguer. Il n'y a pas d'interlocuteur, si vous voulez, du gouvernement véritable, parce que la faction, si vous voulez, la branche modérée de ce mouvement sociopolitique-là est à faune aujourd'hui, et on entend on entend davantage les sécessionnistes, donc ceux avec qui il ne faut justement pas dialoguer, parce que il n'est pas question de sécession. Mais je crois que le gouvernement doit faire preuve davantage de bonne volonté. Il y a déjà des solutions qui sont mises en œuvre, fort heureusement, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin avec le processus de décentralisation, par exemple. Il faut penser à une forme de, si vous voulez, à donner un statut peut-être particulier à ces régions-là. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il appartient aux politiques de prendre ses responsabilités et de restaurer la paix et le climat social. Alors, professeur Aboya Manassé, il y a une certaine opinion qui en appelle
au-delà de ce dialogue qui a déjà été initié, de toutes les rencontres qu'il y a eu par le passé conduites par le Premier ministre, Philémon Yan et d'autres élites des deux régions, il y a une certaine opinion, comme je le disais tantôt, qui en appelle à un dialogue plus large. Et vous posez le problème de la qualité des participations à cette éventuelle grand-messe. Naturellement, parce qu'il ne s'agit pas de convoquer des instances surréalistes qui sont difficiles à mettre en évidence, à opérationnaliser. Il s'agit de voir qui représente qui peut prendre des engagements capables d'avoir des conséquences sur le terrain. Yannick Yemga a exclu les sécessionnistes de ce dialogue-là, de toutes les façons. Naturellement, puisque... Parce qu'une sécession, c'est une déclaration de guerre, de fait. Non seulement c'est une déclaration de guerre, mais ceux-là sont classés parmi les radicaux qui ont pris les armes. Donc la commission ne peut pas aller rencontrer les gens sur le terrain, les gens qui sont armés, qui peuvent leur tirer dessus. Donc je crois qu'il s'agit aujourd'hui de saisir toutes les opportunités qui se présentent pour dialoguer. Et donc, une instance nationale, à mon avis, elle est inutile. Il s'agit de dialoguer avec ceux qui peuvent dialoguer. Malheureusement, ceux qui sont volontaires, ceux qui sont disposés à rencontrer les différentes instances, les différentes personnalités, Premier ministre, MINAT, aujourd'hui Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, malheureusement, justement, ceux qui sont sur le terrain ne sont pas concernés, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes. Les kidnappings continuent de se perpétrer. Malheureusement. Et c'est toute la grande déception et la grande équation à résoudre. Mais il faut quand même prendre acte de ce que on ne peut pas manquer de saisir une occasion pour dialoguer. Et là, c'est une bonne chose de descendre sur le terrain, c'est une bonne chose de montrer l'au-delà de ce que les gens sont disposés à dialoguer et que ceux qui ont pris les armes doivent se raviver qu'ils ont pris la mauvaise direction, qui reviennent effectivement. Et quand on voit la mobilisation qui se fait aujourd'hui sur le plan international, c'est parce que les gens se rendent compte que ceux qui ont pris les armes sont en difficulté sur le terrain, ne parviennent plus à dérouler comme ils le pensaient. Ils sont en difficulté face à l'armée et donc en appel à une médiation plutôt internationale, ne veulent plus dialoguer. Mais je crois qu'aujourd'hui, on appelle à une médiation internationale. J'ai suivi un débat dans une télévision concurrente qui parle même d'une éventuelle... Quel est votre avis sur la question? Mais bien sûr que c'est surréaliste. Bien sûr que le dialogue, c'est sur le terrain. Une médiation internationale, pour faire quoi? Alors que les gens ont des opportunités qui peuvent leur permettre de dialoguer, d'échanger et de résoudre le problème en tant que Camerounais. Et c'est un problème entre Camerounais qui ne peut trouver de solution qu'entre Camerounais si les uns et les autres prennent acte de ce qu'ils se sont trompés. Seul le dialogue peut conduire à opérationnaliser des solutions viables pour tous et c'est la solution. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard. Les uns et les autres vont absolument faire volte-face et accepter de revenir sur terre et de dialoguer pour que le Cameroun trouve le problème entre Camerounais. Alors, professeur Justine Difo, le professeur Aboya Manassé parlait tantôt d'équations à résoudre et l'une des équations à résoudre après ces concertations avec les forces vives des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est, pour ne citer que celle-là, c'est celle de la prise en compte et de la mise en œuvre effective des recommandations et des résolutions issues de ces concertations-là. Je crois qu'avant d'en arriver à la mise en œuvre des recommandations, justement, il faut, à mon sens, questionner encore le processus de dialogue. Parce que ce dialogue, à mon sens, devrait être encore plus inclusif. Lorsqu'on a libéré les caciques, les têtes de ce réseau, il aurait peut-être fallu trouver un mécanisme, des passerelles pour discuter, n'est-ce pas, avec ces personnes. Je suis d'accord qu'on dise qu'on ne discute pas avec des sécessionnistes, avec des radicaux, mais si on veut vraiment dialoguer, on a appelé ça dialogue inclusif, et il y en a qui ont dit qui veut la paix prépare
la guerre. Mais j'ai un aîné qui me dit, et très philosophiquement, qui veut la paix prépare la concertation. Sérieusement, ça a un prix. Le prix serait de taire nos orgueils, je veux dire, je ne sais pas quoi dire, mais sans choquer qui que ce soit, parfois même avec ses enfants, en tant que parents, on arrive à descendre un peu. Mais qui est-ce que vous voyez dans ces concertations-là qui devrait y participer et qui n'y a pas participé? Je prends un exemple. Lorsque Madame le secrétaire général du Commonwealth est arrivée ici, elle a rencontré, il y a des personnalités qu'elle a reçues. Et entre autres, justement, on venait de libérer quelques-uns qu'elle a également reçus. Peut-être que dans des rencontres bilatérales, peut-être pas dans une concertation ouverte, mais des rencontres en bilatéral, on pourrait tirer quelque chose de ce que ces personnes veulent exactement. C'est vrai que en initiant ce processus, cela pourrait calmer un peu le jeu sur le terrain, sur le théâtre des opérations, sur toutes les différentes poudrières, parce que justement ceux qui sont dans le maquis, comme qui dirait, sentiraient en face une réelle volonté de discussion franche, de concertation franche. Et cela pourrait un peu calmer le jeu. Alors pour revenir à la question... Peut-être qu'il y a des initiatives pareilles qui ont été prises. Oui. Je voudrais quand même évoquer quelque chose. C'est que l'enlisement profite aux entrepreneurs du chaos, forcément. Et lorsque on parle de dialogue aujourd'hui, je pense qu'il faut que le gouvernement gagne la bataille de l'opinion publique dans ces régions-là. Il faut permettre aux modérés d'être plus audibles. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez les radicaux qui surfent sur un certain nombre de choses, le désenclavement des régions, les problèmes sociaux et tout ça, pour dire qu'on ne peut avoir le salut que dans le cadre d'un État différent de celui-ci. Et quand je dis qu'il ne faille pas dialoguer avec ces gens, ce n'est pas une position radicale que j'adopte. Je dis simplement que vous, à partir du moment où vous avez des gens qui estiment qu'ils en ont terminé avec vous, il n'y a plus rien à faire, il faut qu'ils partent, vous ne pouvez pas vous asseoir avec quelqu'un. Un dialogue, ça signifie qu'on fait des concessions. De part et d'autre. De part et d'autre. Et ça doit commencer par le politique, encore une fois, qui a la solution de ce problème. C'est-à-dire qu'il faut un signal, à mon avis, très fort au niveau, par exemple, de la décentralisation, pour permettre à l'autre partie, justement, de mettre de l'eau dans son vin, pour qu'on arrive à une solution, comment on dit, concertée. Mais à partir du moment où les deux positions sont irréconciliables, il ne peut pas y avoir de dialogue d'emblée. François Nana, vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr. Allez-y. J'ai quelque chose à dire par rapport au processus de négociation envisagé. Je voudrais dire d'entrée de jeu qu'il ne faut jamais négocier dans la peur, ni avoir peur de négocier. Ne pas négocier dans la peur et ne pas avoir peur de négocier. Je pense qu'il n'y a pas de pression à faire sur un gouvernement, sur un État. L'État du Cameroun, c'est un État constitué. C'est un État dont les frontières sont internationalement reconnues. Je crois que ce débat-là doit être clôturé. Si nous devons négocier, je dis d'accord, négocions, mais négocions entre Camerounais. Nous ne pouvons pas négocier avec des gens qui se réclament d'une autre nationalité. Ça, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Nous négocions, le Cameroun peut négocier avec d'autres Camerounais, mais pas avec des gens qui se réclament d'une autre nationalité. Alors, je reviens donc à la question, n'est-ce pas, au prétexte. Et le collègue a parlé tout à l'heure des exigences liées à la décentralisation. C'est en réalité un problème de gouvernance qui ne se pose d'ailleurs pas seulement qu'au nord-ouest ou
c'est un problème de gouvernance qui se pose au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Alors, Parce que quand vous parlez des routes qu'il faut faire, je vous rappelle qu'à 10 km de Yaoundé, des problèmes de route se posent. Oui, en quelques mots, je vous signale que nous n'avons plus beaucoup de temps à passer sur ce sujet. Oui, professeur. Je voudrais dire qu'il ne faut pas convoquer des aspects quasiment pièges. Le premier jour où vous acceptez une médiation internationale, l'international va investir le Cameroun et va dicter son calendrier. Le premier jour où les gens confondent ceux qui ont pris les armes pour être des miliciens à la part de ceux qui créent des partis politiques pour faire la politique, il faut éviter de faire une confusion. Quand on prend l'option de prendre les armes, ça veut dire qu'on s'attend à la guerre. Quand on veut faire la politique, on crée un parti politique. La démocratie, c'est les élections. Donc moi, je crois qu'il faut éviter de convoquer les choses dialogue, pour perdre le temps aux gens. Ceux qui ont pris les armes doivent assumer le choix des armes et faire la guerre face à l'armée régulière. Alors, je voudrais quand même... Mais nous devons aussi éviter d'être pédants, de dire que, bon, écoutez... nous, on n'a rien à voir avec vous, on ne discute pas avec vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut identifier les véritables interlocuteurs. On a affaire avec eux, mais à condition qu'ils soient camerounais. Le problème de cette... Je voudrais terminer rapidement. Le problème, c'est qu'il faut que nous soyons honnêtes. Au début de cette crise-là, il y en a qui avaient nié, qui avaient dit qu'il n'y avait aucun problème. Il faut que nous soyons honnêtes et que nous regardons le problème en face. Je vous ai dit tout à l'heure, plus l'enlisement profite aux entrepreneurs de chaos. Aujourd'hui, sur le terrain, ce ne sont pas les acteurs politiques qui ont la haute main. Ce sont des bandits, ce sont des criminels qui vivent de cette situation-là et qui ont intérêt à ce que ça perdure. Mais ce sont aussi des Camerounais, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos époux, ce sont des personnes qui vivent avec nous, avec les populations tous les jours. Je voudrais quand même, pour finir sur ce sujet, la régie me fait de grands gestes, je voudrais pour finir sur ce sujet que le professeur Justine dit, il faut répondre à la question que je lui ai posée tantôt sur l'usage qui sera fait des différentes recommandations issues de ces concertations-là. Parce que souvent, ce dont les populations se plaignent, c'est que on vient leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on met dans les tiroirs? Donc finalement, est-ce que ce n'est pas une équation également à résoudre? Si, bien sûr, c'est une équation qui est d'ailleurs simple. Parce que si on a engagé le processus, ça veut dire qu'il y a cette volonté politique d'évoluer vers le changement, vers la paix. Et du coup, après coup, il faudrait que des actions concrètes et ciblées en fonction des engagements qui ont été pris, justement, soient mises en œuvre. Ça peut apparaître simple. Je crois que si c'était simple, vous n'aurez pas posé la question. Mais il est important que nous franchissions le pas de cette gouvernance pour effectivement améliorer le système de gouvernance qui existait jusque-là, à savoir prendre des résolutions et se dire qu'on les applique progressivement. Mais dans le cas de l'espèce, il y a urgence. Il y a urgence de faire taire poser les des actions à travers des actions qui amènent les populations qui ont été consultées. C'est le politique qui décide, puisque la commission Moussongé c'est simplement un organe consultatif, il faut le rappeler. C'est le politique qui décide. Alors, messieurs, madame, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Serait-ce la fin de la crise à la FECAFOOT? Réponse le 17 août selon Cameroun Tribune. Dans 2 mois et demi exactement, auront lieu les élections fédérales. L'annonce résonne dans la nouvelle expression au lendemain d'une conférence de presse entre mise à jour et démenti. Non, le choix du sélectionneur des Lions n'est pas encore validé. Oui, le contrat d'être réexaminé et retenez en passant qu'un nouvel organigramme et des redéploiements sont prévus au sein de la FECAFOOT. Le calendrier électoral s'affiche dans le jour tel que publié par le comité de Nord. L'équipe de Dieudonné Happy projette une fin de mission le 31 août 2018.
Mais une autre date a barré les unes cette semaine. Le 20 mai a laissé quelques souvenirs amers au préfet du Mfundi. Dans la nouvelle expression, Jean-Claude Silla, mécontent, tense le SDF. Au cœur du courroux, le torse nu comme choix de tenue des militants de John Mfundi lors du défilé civil. Plus qu'un manque de tenue, le préfet y perçoit un défi à l'État et un mépris de la République dans les colonnes de mutation. La missive laisse même filtrer des menaces d'exclusion chez le quotidien Émergence. En cas de non-recadrage, le SDF pourrait être banni des 20 mai à venir. Région commune préfère célébrer l'État unitaire décentralisé dans sa 4e sortie. Le trimestriel bilingue fait un focus sur les défis de la décentralisation à l'heure où la polémique enfle autour du monument Oumniobé, vandalisé au canton Bel. De quoi donner la nausée du tribalisme aux messagers. Le quotidien relaie une tribune d'Achille Mbembe pour redire la force du symbole Oumniobé dans l'histoire du Cameroun. Au-delà de l'indignation, Aurore Plus choisit l'explication. L'hebdomadaire plaide un devoir de revendication légitime des chefs Sawa pour un hommage similaire aux héros Douala. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. À dimanche, Régine Gladys Le Bouddha. Les élections se préparent au Cameroun. Depuis le début de l'année, on a déjà eu une consultation électorale, à savoir les sénatoriales. Il reste les législatives, probablement les présidentielles et peut-être les régionales. Alors Yannick Yemga, un nouveau top management à la direction générale des élections. Qu'est-ce que vous avez eu comme commentaire au niveau de l'œil du Sahel? Je voudrais d'abord dire que nous avons fait un papier pour rendre compte de la situation à Elections Cameroun, à la suite de, je ne sais pas si je dois dire communiqué ou parce que c'était intitulé point de presse. Bref, du document rendu public par le Conseil électoral. Oui, pour la session extraordinaire du Conseil du 25 mai. Et nous indiquions que ce document révélait que le Conseil avait constaté qu'il y avait une situation, un climat délétère, une démotivation généralisée du personnel, gestion opaque et calamiteuse des ressources financières, matérielles d'Elections Cameroun, à la suite de quoi ils ont constaté une faute lourde. Alors, je pense que les nouveaux hommes, ou si vous voulez, le directeur général, M. Eric Essoussé, et son adjoint, M. Abdul Karimou, arrivent justement dans ce contexte-là, où le personnel est démotivé, où il n'y a pas de clarté concernant le patrimoine de l'organe en charge de l'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaire. Et je pense que le principal défi, peut-être qu'il faut le dire déjà, c'est justement de restaurer, si vous voulez... On va revenir, si vous le permettez, on va revenir sur les défis tout à l'heure. Alors, Hugues-François Nana, vous qui avez occupé le poste de chef de cellule de la communication de la défunte ONEL, vous soutenez qu'il y a une sorte d'hybridisme, et ça c'est votre mot, d'hybridisme au niveau de l'administration de cet organe, et qui serait à l'origine de quelques problèmes, j'ai envie de dire, structurels. Tout à fait. Et je mets en garde les deux nouveaux dirigeants de l'ECAM, que je connais personnellement. Je connais Eric Essoussé, je connais Déa Abdou-Karimou. Ce sont des cadres dont la compétence n'est pas contestée. Je pense que ce qui a précédé leur nomination est suffisamment révélateur des pratiques en vigueur dans cette commission électorale. Et vous savez que avant le directeur général qui vient d'être limogé, il y a eu d'autres directeurs généraux. Et Sanitanimo notamment. La période à laquelle vous faites référence, au cours de laquelle j'officiais en tant que chef de cellule de la communication à l'ONEL, m'a permis de constater également, évidemment, que le fonctionnement de cette structure-là était à cheval
entre le fonctionnement d'une structure administrative, d'un organe appartenant à l'État. Et justement, je voudrais que vous développiez un peu sur ces questions parce que c'est des questions qui ont été posées par nos internautes et qui nous ont été envoyées par nos collègues de l'unité de social media management, notamment Cardinal Aristide. Il y a donc Yves Pondy et Alex Tafaji ainsi que Guillaume Zanafouda qui veulent savoir ce qui se passe à Elekam et pourquoi il y a tous ces changements. Oui, en quelques mots, s'il vous plaît. Bon, je ne peux pas dire ce qui s'est passé cette fois-ci. Toujours est-il que j'ai appris, comme tout le monde, qu'il y avait eu des problèmes de gestion et que le conseil électoral... Leur question se base sur le fait qu'il y a un renouvellement du top management et même au niveau du conseil électoral sur une période assez courte et assez relativement courte. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se choquent et s'entrechoquent à l'ONEL. À Elekam. On vous comprend. On a peut-être changé seulement les habits. Je n'ai pas de temps pour développer ça. Parce que en quelques mots, oui, en quelques mots. Je dis d'abord qu'il y a de l'argent qui circule à Elekam. Alors, lorsque vous êtes dirigeant d'Elekam, il faut savoir que vous avez des missions particulières. Organiser les élections dans toutes les étapes du processus. Il faut les organiser. On met l'argent à disposition à cette fin-là. À cette fin. Et il y a des techniques de gestion d'argent. Même si vous voyez 5 milliards ou 20 milliards devant vous, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent mais c'est vrai dans toutes les administrations. Et je pense, oui. Il y a donc ça. Non, mais je vais vous dire quelque chose, puisque j'y ai été. L'argent qui circule là-bas est souvent liquide. Ce n'est pas le cas dans les autres administrations. Et si je vous dis, vous me provoquez un peu. Parce que moi, j'ai fait un budget. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je parle? Allez-y puisque vous avez la parole. Je suis là pour ça. Et je vais vous dire que moi, quand je parle de cette question d'argent-là, je sais de quoi je parle. Alors, lorsque je suis arrivé à l'ONEL, j'ai trouvé qu'il y avait un budget de la cellule de la communication que je dirigeais, mais en fait que j'étais censé diriger. Je la dirigeais, mais sur le plan financier, je ne l'avais pas dirigée. Donc il y a des sérieux problèmes de gouvernance. Il y a de sérieux problèmes de gouvernance et qu'il faut régler. Bon, et puis il y a cette question du statut même, n'est-ce pas? Elekam a des missions particulières, organiser des élections dans la transparence, dans la sérénité, dans la célérité. Et puis, lorsque vous organisez, et puis dans la transparence surtout. Et je pense qu'on n'était pas encore arrivé à cette phase-là. Je crois que c'est le problème d'intérêt, de gestion. Et on m'a dit que le personnel avait des récriminations à l'égard du top management. C'est noté. En ce qui concerne même le paiement de salaire et des préoccupations matérielles de cette nature. Il faudrait donc que les nouveaux dirigeants prennent en main, n'est-ce pas, la gestion de ces intérêts de ceux qui travaillent au quotidien. Alors, je voudrais quand même préciser en ce qui concerne ce nouveau top management, qu'il est constitué de Éric Essousset, on l'a dit, qui est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en histoire des relations internationales obtenu à l'université de Paris Sorbonne. Il est directeur général adjoint à la direction générale des élections depuis 2008 et qu'entre 1983 et 1998, il a occupé de hautes fonctions à la direction générale des politiques de l'ancien ministère de l'administration territoriale, qu'il a eu en charge le contrôle quotidien de la presse à travers la censure et qu'en tant que sous-directeur des élections à l'ancien MINAT, il a été au cœur de l'organisation des élections au Cameroun. Il est co-auteur de l'ouvrage intitulé « Problématique de l'informatisation des processus électoraux en Afrique » paru aux éditions L'Harmattan en 2004. Et en ce qui concerne Abdoul Karimou, directeur général adjoint des élections bien connu des hommes et femmes des médias. Il est administrateur civil principal, diplômé de l'ENAM en 2008 et depuis 2016, inspecteur général chargé des questions électorales à l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il était également membre de l'équipe de liaison entre le ministère de l'administration territoriale et Elections Cameroun. Il est par ailleurs auteur d'un livre sur la pratique des élections au Cameroun 1992, dans la période 1992-2012.
2007, ouvrage intitulé « Regard sur un système électoral en mutation ». Professeur Aboya Manassé, on va dire que c'est les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ou qui arrivent au bon moment? Naturellement, leur CV les crédite d'une présomption de compétences, voire de profil adéquat pour mener à bien leur fonction. Mais je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit à Elecam. À Elecam, il y a un éternel problème de conflit entre l'administration et la gestion. Je crois que c'est ça le problème de fond qui crée toujours une tension entre le conseil électoral et la direction générale. Parce que la direction générale est donc opérationnelle, donc est censée manipuler au quotidien. Elle liquide. Oui, bon, est censée. Moi, je crois qu'on ne peut pas aller dans ce type de caricature qui va nous renvoyer au marché central au lieu de comprendre effectivement pourquoi la tension peut provenir. Et je crois que... On ne peut pas exclure ça. Oui, bon, moi, mais il est clair, il est clair, professeur, que la direction générale travaille sous l'autorité du Conseil électoral. L'article 26 alignable. Justement, c'est de ça qu'il est question. Or, en réalité, il s'agit de transcender le volet financier pour collaborer avec une institution qui est au-dessus de vous, qui est hiérarchiquement au-dessus de vous. Alors, pour sauvegarder l'intérêt de l'institution aux dépens des intérêts personnels. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout remettre aux aspects financiers parce qu'un collaborateur gère l'argent, donc il doit absolument susciter des envies parce que tout le monde veut toucher à l'argent. Il s'agit de transcender ça pour assurer une articulation entre l'administratif et la gestion dans le sens de la collaboration. J'ai envie d'ajouter que, à vrai dire, à bien suivre ce qui a été dit par les uns et les autres, mais on a un problème de gouvernance, et qui dit gouvernance dit manuel de procédure et non changement d'homme à la tête d'une institution comme celle-là. Donc, pour moi, c'est bien, on a changé les hommes, le conflit est récurrent. Nous ne souhaitons pas que ça se passe, que la chose se alors, le défi, la nouvelle équipe. Oui. Mais sérieusement, je souhaiterais que ce soit retenu, peut-être même pour rien, mais qu'il y ait un manuel de procédure, qu'il y ait des procédures qui sont violées. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, on va y revenir. Liquide circule alors qu'il y a des procédures. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on en vienne quand même au défi qui interpelle les Camerounais. Au-delà de ce défi managérial, il y a peut-être le défi de redorer le blason de cette institution, professeur. Tout à fait, tout à fait. Nous pensons que... une institution qui est appelée à organiser des élections crédibles. Redorer le blason, c'est bien, mais cela dépend aussi de la responsabilité individuelle de ces nouveaux dirigeants, à savoir que si chacun décide de courir dans son couloir, de faire exactement ce que son cahier de charges lui demande, lui impose, je pense que ça limiterait les conflits et la volonté politique, celle de s'assurer que l'institution fonctionne bien, est bien perçue, ce qui pourrait rassurer davantage les citoyens, les électeurs potentiels. Mais je pense qu'il est bon que ces dirigeants, justement, prennent les taureaux par les cornes, que chacun court dans son couloir. Alors, Madame, Monsieur, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour recueillir l'opinion des Camerounais ou alors pour mesurer, pour essayer de voir ce que les Camerounais pensent des inscriptions sur les listes électorales. Il n'y aurait pas un très grand engouement de ce côté-là. Christelle Avom nous présente le zooming sur la question. Depuis la refonte du fichier électoral de 2012, les campagnes de sensibilisation aux citoyens s'enchaînent. À tous les carrefours, en toute opportunité, le concert des mots reste le même.
l'engouement est mitigé. Honnêtement, je ne suis pas encore inscrite sur les listes électorales. Bon, c'est juste un problème de timing. Dès que j'y penserai, je le ferai. La procédure de retrait des cartes électorales, bien que connue, souffre d'applicabilité. Moi, je me suis inscrit, mais normalement, vu le temps et autres, je n'ai pas encore pu récupérer ma carte. Synergie de stratégie, les antennes et les cams se déploient. On va dans les marchés, les grands carrefours, un peu partout. Si les cibles sont les jeunes citoyens âgés de 20 ans et plus qui ne se sont pas encore fait enregistrer, il n'en demeure pas moins que les personnes déjà inscrites, mais ayant changé de lieu de résidence, soient tout aussi concernées. Les populations ne savent pas toujours où récupérer leur carte d'électeur et parfois ils oublient qu'ils se sont inscrits. Donc, nous profitons de l'occasion pour exhorter les électeurs dûment inscrits sur les listes électorales à venir retirer leur carte dans les antennes communales de Elecam. Celles-ci devront simplement se rapprocher de l'antenne communale d'Elecam de leur nouveau lieu de résidence. Il s'agit également de soustraire des listes les électeurs ayant perdu leurs droits civiques ou encore des personnes décédées. Merci Christelle Avom. Alors parlant des inscriptions sur les listes électorales, signalons qu'à la date du 27 avril 2018, on comptait un peu plus de 223 000 nouveaux inscrits, soit 137 739 hommes et 85 291 femmes. En ce qui concerne les jeunes, on note un pourcentage d'environ 68,4% jeunes gens et jeunes filles. Alors je voudrais commencer par vous, Madame professeure Justine Diffon, en ce qui concerne l'inscription des femmes sur les listes électorales, parce que selon les chiffres que j'ai, notamment en ce qui concerne l'année 2017, où on avait un peu plus de 403 000 nouvelles inscriptions, on comptait 159 154 femmes et 243 915 hommes, autant pour moi. Pourquoi les femmes sont à la traîne? Elles sont les plus nombreuses, voilà, mais pourquoi elles sont à la traîne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de More Women in Politics? Oui, elles sont à la traîne, les chiffres sont bavards. Et nous intensifions le travail de sensibilisation sur le terrain. Et il faut rappeler qu'on est justement à la dernière ligne droite. Nous sommes à 3 mois de la fin de la période légale qui s'achève en fin août. Et ce que nous faisons, c'est que nous nous appuyons sur les volontaires que nous avons formés sur le terrain et que nous avons déployé 400 volontaires, jeunes comme femmes, comme communautés, c'est-à-dire des adultes que nous déployons sur le terrain et qui travaillent essentiellement pour ce qui est des jeunes dans les mini-cités, dans les campus universitaires, à travers toutes les organisations, les rassemblements de jeunes. Vous nous avez vu le 11 février sur la place du défilé où les jeunes volontaires que nous avons formés rattrapaient ceux des jeunes qui n'étaient pas encore inscrits sur les listes électorales. Nous l'avons fait le 8 mars. Nous ne ratons justement aucune occasion de faire ce qu'on appelle la sensibilisation outreach, c'est-à-dire trouver les gens là où ils se trouvent, là où ils sont, dans leur milieu habituel, pour capter le plus grand nombre d'électeurs potentiels. Alors c'est quoi le problème avec les femmes? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le problème, peut-être, c'est qu'à la fin du cycle électoral, les engagements pris ne sont peut-être pas tenus, les promesses faites ne sont pas tenues, elles se sont mobilisées et elles se sentent utilisées comme bétail électoral. Et c'est pour ça qu'elles ne s'inscrivent plus? Oui, mais elles ont la possibilité de sanctionner. Elles ont transformer ce poids démographique, ce poids électoral en dividende, n'est-ce pas, au profit. Elles ont la possibilité de sanctionner les candidats dans les urnes. Des femmes, bon. C'est ce qui revient du terrain et nous travaillons justement dessus en leur disant mais là n'est pas la question essentielle, c'est un devoir citoyen que de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter le moment venu. Nous le faisons et
à travers les 190 organisations de la société civile avec lesquelles nous avons signé des conventions dans les 7 régions du projet sur lequel nous sommes actuellement, avec un financement de l'Union européenne, évidemment. Nous espérons qu'en intensifiant ce travail d'ici à la fin de cette période... Où en êtes-vous avec cette collaboration, la collaboration avec ELECAM notamment? Alors, en 2008, nous avons signé une convention avec Elections Cameroun, avec la Direction générale des élections, justement grâce à M. Eric Essoussé, en son temps, qui nous a beaucoup épaulés et qui, effectivement, nous avait donné le feu vert sur le terrain avec les antennes locales, les antennes départementales. Et aujourd'hui, nous nous sommes appuyés sur cette convention. Il est vrai que depuis 2016, nous avons essayé de mettre à jour cette convention plus formellement. Nous n'avons pas réussi, mais nous avons continué à travailler avec les leviers et les canaux qui étaient déjà actifs sur le terrain. Alors, Yannick Yamga, l'autre gros défi, vous qui vouliez parler des défis tout à l'heure, l'autre grand défi de l'ELECAM, c'est justement de relancer la machine des inscriptions sur les listes électorales qui est quelque peu grippée, qui semble quelque peu grippée. Bon, elle était grippée du fait, comme on l'a dit, de la démotivation du personnel. Mais je voudrais quand même indiquer que ce n'est pas un défi exclusif d'Elections Cameroun. Il y a d'autres acteurs dans le processus électoral. Mais il faut les partis politiques notamment. Les partis politiques surtout. Mais il faut qu'on comprenne une chose, c'est-à-dire que tant que les Camerounais n'auront pas confiance dans le système électoral, il n'y aura pas de miracle. Parce que que faut-il faire pour que les Camerounais, justement, quand vous discutez avec les gens au quotidien, ils vous disent, vous leur dites, vous savez, votre voix compte. Ils vous disent, ma voix ne compte pas parce que quand je vais mettre mon bulletin dans l'urne, je ne suis pas sûr qu'on va la comptabiliser, ma voix. C'est ça, c'est un problème de confiance dans le processus électoral. Et ça commence par des choses simples. Ça commence par la loi électorale. Il faut débarrasser, moi je l'ai toujours dit, il faut débarrasser le code électoral de ces maladies. On a décrié quelques-unes de ces maladies-là, bon, on n'a rien fait. On est à 3 mois, comme vous l'avez dit, de la fin de la période légale, mais je voudrais dire que au plus tard le 21 juin, en principe, le président devrait convoquer le corps électoral pour les élections législatives et municipales. À moins que... C'est législatif qui pourra avoir lieu au plus tard le 19 décembre, parce qu'il faut compter, le 19 septembre, autant pour moi, parce qu'il faut compter avec les 90 jours parce qu'il peut aussi décider de proroger cette élection, parce que les circonstances le justifient, notamment dans la partie anglophone du pays, puisque vous savez très bien qu'il s'agit d'élections locales. Donc, ça, c'est le premier défi de l'ELECAM, mais c'est un défi partagé par, comme je l'ai dit, à la société civile et les politiques. L'autre défi, c'est un défi interne. C'est-à-dire, il faut régler les problèmes de gouvernance. Il faut pacifier les relations entre le conseil électoral et la direction générale. Et la direction générale. Mais là aussi, c'est un problème de texte qu'il va falloir, même si, comme je l'ai dit, l'article 26, alinéa 1, est très clair. La direction générale exerce ses attributions en substance sur l'autorité du conseil électoral. Je pense que le problème qu'il y a souvent eu, c'est que les directeurs généraux successifs estimaient qu'ils n'avaient pas de compte à rendre au conseil électoral. Je vous rappelle que le décret du 28 mai dernier, qui limoge M. Abdoulaye Babale, vise la Constitution, vise la loi électorale, mais vise aussi la résolution du Conseil électoral du 25. C'est très clair. Donc, il va falloir que ces deux organes-là arrivent à s'entendre. Et enfin, il faut régler aussi un problème. C'est celui de, si vous voulez, c'est encore un problème de gouvernance, vous allez me dire, mais c'est celui de la gestion du personnel. Parce que l'un des outils qu'a Elections Cameroun pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales, c'est son personnel. Tout à fait. Et quand vous discutez avec ce personnel, parce que nous, les listes électorales existent également au niveau de la diaspora qui se plaint notamment d'un certain nombre de choses. Elle ne parvient pas à retirer les cartes. Pour ceux qui ont réussi à s'inscrire, parfois l'information ne circule pas assez. Il y a également cette diaspora-là qu'il faut mobiliser.
Naturellement, la diaspora est importante. La diaspora fait partie des Camerounais à part entière. Je crois que la mobilisation doit s'accélérer. Il y a des facteurs favorables qu'on voit ici et là. En l'occurrence, la fin des examens pour ceux qui sont, pour la plupart, en âge de voter. En l'occurrence, ceux qui ont fait le bac. Et je pense que maintenant qu'ils sont libres, c'est facile de les cibler pour les enrôler davantage dans une opération d'inscription sur la liste électorale. Voir... Les gens passent le bac tôt aujourd'hui. À 16 ans, vous avez l'âge légal pour s'inscrire sur les listes. Naturellement, on n'est pas tout le monde. Il y en a qui sont vraiment concernés par c'est pour ça qu'il faut ramener l'âge électoral à 18 ans. C'est un autre débat. C'est un autre débat, Yannick. Donc, il y a ce défi d'organisation matérielle des inscriptions sur les listes électorales. Tout à fait. Et ensuite, déployer les équipes sur le terrain dans les différentes ambassades où les Camerounais... il y a des points focaux, il y a des points focaux dans chaque ambassade, voilà, dans chaque consulat. Où les gens peuvent donc mais ce n'est pas évident pour les Camerounais de la diaspora qui parfois ne résident pas toujours dans la capitale de leur pays. C'est pas évident parce que quand vous allez aux États-Unis, la distance entre le Alors quand on vous demande de revenir un mois après pour récupérer la carte et que la carte n'est pas là et qu'il faut revenir 2 mois après, c'est très compliqué. C'est pas évident. Nous sommes en été dans ces pays-là. En été, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens prennent leur congé et essayent de se déployer là où ils peuvent se déployer. Donc, c'est des défis réels, c'est des défis qu'il faut essayer d'encadrer, mais le contexte s'y prête. La nouvelle configuration de l'ECAM laisse libre cours à la possibilité justement d'huiler cette motivation, cette mobilisation, en passant d'abord par la sérénité retrouvée au sein de la maison. Yannick a parlé tout à l'heure des gens qui sont sur le terrain, qui procèdent aux inscriptions avec les kits là. Moi, je connais des gens qui ont cherché les kits. Le personnel sort avec le kit et puis disparaît, donc ne procède pas aux inscriptions électorales. Je crois que quand ils auront le salaire, quand ils auront la certitude que tout est revenu dans le calme, ils vont s'asseoir et faire le travail. Des points indiqués et faire effectivement le François Nana, quelques mots sur la question des défis qui interpellent les CAM. Le premier défi, je crois que c'est le défi de la crédibilité. Absolument. Je pense que l'ECAM doit tout faire pour accroître sa crédibilité. Les uns et les autres ont parlé des interrogations que certains se font quant à la destination de leur vote. Il faudrait bien que, en dépit de leur parcours qui a été effectué essentiellement dans l'administration, que les nouveaux dirigeants montrent qu'ils sont capables de s'émanciper de leur ancienne tutelle, qui est le ministère de l'administration territoriale, parce que les deux sont issus de là. Ils doivent éviter de confondre l'ECAM au ministère de l'administration territoriale, parce que l'un des défis, effectivement, c'est ce défi de la crédibilité qui correspond à un défi, au défi à l'indépendance, indépendance vis-à-vis des puissances internes, indépendance vis-à-vis des puissances internationales. Le maître du jeu, c'est le Conseil constitutionnel, c'est pas l'ECAM, il faut le rappeler. L'ECAM a un pouvoir jusqu'au niveau communal, mais au niveau départemental, vous savez bien que le président des commissions, c'est pas l'ECAM qui le choisit. Et l'ECAM a la charte de l'organisation de toutes les élections, y compris le patron des l'organisation matérielle. Alors parlant une seule seconde. En quelques secondes, s'il vous plaît. Une seconde. Les prérogatives jadis dévolues à l'ECAM ont été rétrocédées à l'ONEL, ont été rétrocédées à l'ECAM. Les prérogatives jadis dévolues au ministère de l'administration territoriale ont été rétrocédées à l'ECAM. C'est donc en réalité une organisation qui doit avoir au niveau juridique, au niveau politique et au niveau matériel les moyens de sa politique. Donc, l'ECAM aujourd'hui, tous les moyens ne seraient que théoriques, mais sa mission est plombée par un autre défi, celui même
de la compétence des observateurs. On va y revenir. Le temps pour nous d'accueillir ou de retrouver Agnès Solange Abessolo pour les unes du lundi. Bonsoir Agnès Solange. Bonsoir Lucrèce, madame, monsieur. Des unes et des grands titres annoncés dans la presse en ce début de semaine, à l'instar du quotidien de l'économie qui devient économie du quotidien. Alors, en titre de ce journal, donc, secteur public, les DG et PCA sur fauteuil éjectable. Le journal évoque les nouvelles dispositions des lois sur les établissements publics administratifs qui rentrent en vigueur dès le 12 juillet prochain. Comme un vent de nettoyage également au port autonome de Douala qui s'attaque aux épaves. Défi actuel explique que près de 80 épaves jonchent la baie de Douala-Bonabéry, un obstacle majeur à la compétitivité du port selon les responsables de la plateforme. Son de cloches différents du côté de l'Ompangar, modèle de réussite de la vie de la Banque mondiale. Le journal Le Soir relaie aussi le satisfecit de la BAD, la Banque africaine de développement. De l'espoir probable dans le règlement des factures scolaires. Le financier d'Afrique titre enseignement secondaire, la scolarité désormais payable par mobile money. Je vais y arriver. En Suisse, des mémorandas qui viennent d'être signés entre le ministère des enseignements secondaires et 4 opérateurs du secteur. Une bonne nouvelle à laquelle vient s'ajouter le succès incroyable des ordinateurs PB HEV auprès des étudiants. C'est la une du journal L'Essentiel qui précise en chiffres que 100 000 nouveaux ordinateurs viennent d'être réceptionnés pour les instituts privés et les grandes écoles. Terminons Lucrèce avec ce titre anniversaire en religion, ce titre triste donc avec la célébration eucharistique à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Monseigneur Benoît Ballard. Célébration riche en déclarations, précise donc mutation, présidée par Monseigneur Samuel Cléda. Mutation choisie donc de paraphraser l'évêque de l'archidiocèse de Douala, comme vous pouvez le lire en titre. Voilà pour les unes de ce lundi 4 mai 2018. Je vous donne rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange Abessolo. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus pratiquement au terme de cette édition de Scène de Presse. Je voudrais quand même relever que nous sommes à peu près à moins de 7 millions d'électeurs pour un potentiel estimé à 12 millions. Il y a encore du travail à faire. Yannick Yemga, en quelques mots. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous-même, vous avez vu le gap. Et je pense que, compte tenu du temps qui est imparti, je pense qu'il faut vraiment un miracle pour combler ce gap-là. Un miracle peut-être pas, mais les élections devraient, tout au moins en ce qui concerne les élections prévues, celles qui concernent les législatives pourraient avoir lieu au plus tard le 19 septembre, et puis les présidentielles au plus tard le 13 octobre. C'est pour ça qu'il faut encourager les initiatives comme celle du professeur Ndifo, parce que on sait bien que sur le plan démographique, les femmes sont les plus nombreuses. Les plus nombreuses. Donc, mais comme j'ai dit, il faut faire en sorte que les Camerounais aient confiance dans le système électoral. C'est noté. Il n'y aura pas de... C'est noté, madame, monsieur. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, madame, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir et à dimanche. Et je pense que le principal défi, peut-être qu'il faut le dire déjà, c'est justement de restaurer, si vous voulez... On va revenir, si vous le permettez, on va revenir sur les défis tout à l'heure. Alors, Hugues-François Nana, vous qui avez occupé le poste de chef de cellule de la communication de la défunte Onel, vous soutenez qu'il y a une sorte d'hybridisme, et ça c'est votre mot, d'hybridisme au niveau de l'administration de cet organe, et qui serait à l'origine de quelques problèmes, j'ai envie de dire, structurels. Tout à fait. Et je mets en garde les deux nouveaux dirigeants de l'ELECAM, que je connais personnellement,
Je connais Eric Essoussé, je connais Déa Abdou-Karimou. Ce sont des cadres dont la compétence n'est pas contestée. Je pense que ce qui a précédé leur nomination est suffisamment révélateur des pratiques en vigueur dans cette commission électorale. Et vous savez que avant le directeur général qui vient d'être limogé, il y a eu d'autres directeurs généraux. Et Sanitanimo notamment. La période à laquelle vous faites référence, au cours de laquelle j'officiais en tant que chef de cellule de la communication à l'ONEL, m'a permis de constater également, évidemment, que le fonctionnement de cette structure-là était à cheval entre le fonctionnement d'une structure administrative, d'un organe appartenant à l'État. Et justement, je voudrais que vous développiez un peu sur ces questions parce que c'est des questions qui ont été posées par nos internautes et qui nous ont été envoyées par nos collègues de l'unité de social media management, notamment Cardinal Aristide. Il y a donc Yves Pondy et Alex Tafaji ainsi que Guillaume Zanafouda qui veulent savoir ce qui se passe à Elecam et pourquoi il y a tous ces changements. Oui, en quelques mots, s'il vous plaît. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé cette fois-ci. Toujours est-il que j'ai appris, comme tout le monde, qu'il y avait eu des problèmes de gestion et que le conseil électoral... Leur question se base sur le fait qu'il y a un renouvellement du top management et même au niveau du conseil électoral sur une période assez courte et assez relativement courte. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se choquent et s'entrechoquent à l'ONEL. À Elecam. On vous comprend. On a peut-être changé seulement les habits. Je n'ai pas de temps pour développer ça. Parce que en quelques mots, oui, en quelques mots. Je dis d'abord qu'il y a de l'argent qui circule à Elecam. Alors, lorsque vous êtes dirigeant d'Elecam, il faut savoir que vous avez des missions particulières. Organiser les élections dans toutes les étapes du processus. Il faut les organiser. On met l'argent à disposition à cette fin-là. À cette fin. Et il y a des techniques de gestion d'argent. Même si vous voyez 5 milliards ou 20 milliards devant vous, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent mais c'est vrai dans toutes les administrations. Et je pense, oui. Pas seulement il y a dans ça, non, mais je vais vous dire quelque chose, puisque j'y ai été. L'argent qui circule là-bas est souvent liquide. Ce n'est pas le cas dans les autres administrations. Et si je vous dis, vous me provoquez un peu. Parce que moi, j'ai fait un budget. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je parle? Allez-y, puisque vous avez la parole. Je suis là pour ça. Et je vais vous dire que moi, quand je parle de cette question d'argent-là, je sais de quoi je parle. Lorsque je suis arrivé à l'ONEL, j'ai trouvé qu'il y avait un budget de la cellule de la communication que je dirigeais, mais en fait que j'étais censé diriger. Je la dirigeais, mais sur le plan financier, je ne l'avais pas dirigée. Donc il y a des sérieux problèmes de gouvernance. Il y a de sérieux problèmes de gouvernance et qu'il faut régler. Bon, et puis il y a cette question du statut même, n'est-ce pas? Elecam a des missions particulières, organiser des élections dans la transparence, dans la sérénité, dans la célérité. Et puis, lorsque vous organisez, et puis dans la transparence surtout. Et je pense qu'on n'était pas encore arrivé à cette phase-là. Je crois que c'est le problème d'intérêt, de gestion. Et on m'a dit que le personnel avait des récriminations à l'égard du top management, en ce qui concerne même le paiement de salaire et des préoccupations matérielles de cette nature. Il faudrait donc que les nouveaux dirigeants prennent en main, n'est-ce pas, la gestion de ces intérêts de ceux qui travaillent au quotidien. Alors, je voudrais quand même préciser en ce qui concerne ce nouveau top management, qu'il est constitué de Eric Essoussé, on l'a dit, qui est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en histoire des relations internationales à l'université, obtenu à l'université de Paris Sorbonne. Il est directeur général adjoint à la direction générale des élections depuis 2008 et qu'entre 1983 et 1998, il a occupé de hautes fonctions
fonctions à la direction générale des politiques de l'ancien ministère de l'administration territoriale, qu'il a eu en charge le contrôle quotidien de la presse à travers la censure, et qu'en tant que sous-directeur des élections à l'ancien MINAT, il a été au cœur de l'organisation des élections au Cameroun. Il est co-auteur de l'ouvrage intitulé « Problématique de l'informatisation des processus électoraux en Afrique », paru aux éditions L'Harmattan en 2004. Et en ce qui concerne Abdoul Karimou, directeur général adjoint des élections, bien connu des hommes et femmes des médias, il est administrateur civil principal, diplômé de l'ENAM en 2008, et depuis 2016, inspecteur général chargé des questions électorales à l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est également membre de l'équipe de liaison entre le ministère de l'administration territoriale et Elections Cameroun. Il est par ailleurs auteur d'un livre sur la pratique des élections au Cameroun 1992, dans la période 1992-2007, ouvrage intitulé « Regard sur un système électoral en mutation ». Professeur Aboya Manassé, on va dire que c'est les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ou qui arrivent au bon moment? Naturellement, leur CV les crédite d'une prison. Madame, Monsieur, l'équipe de production de Scène de Presse est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre débat dominical. Scène de Presse réunit ce soir, comme tous les dimanches, des journalistes de qualité et des experts connus et reconnus. Au menu de ces 52 minutes d'échange, Elections Cameroun sur le grill, l'organisation en charge de l'organisation et l'organe en charge de l'organisation et de la supervision des élections dans notre pays est à l'épreuve de la crédibilité après le limogeage de l'ancien directeur général des élections et la nomination le 28 mai dernier d'un nouveau top management avec comme directeur général Éric Sousset et Abdoul Karimou comme directeur général adjoint. Le duo est crédité d'une expérience certaine en matière d'organisation des scrutins au Cameroun au regard de leur parcours différents et vient seconder le conseil électoral conduit par Eno Abrams Egbe pour redorer le blason de l'organe, mais aussi et surtout pour relever le défi d'une organisation matérielle sans anicroche des prochaines consultations électorales. Les épreuves qui attendent Elections Cameroun meublent le débat ce soir. Également au menu, vos rubriques habituelles, la revue de presse, en zooming les Camerounais et les élections. Mais à l'entame de cette édition de Scène de Presse, je vous suggère de faire un tour dans la région du Nord-Ouest où la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient d'achever une série de concertations avec les forces vives de la région. C'est dans ce zooming que signe Armand Ambassa de CRTV Nord-Ouest. Au deuxième et dernier jour de la mission d'écoute des populations du Nord-Ouest, les 15 membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se sont répartis en 4 sous-commissions. Peter Mafani Moussongue, en sa qualité de président de cette commission, a reçu en audience plusieurs personnalités de la région. Actions are better than words. Le chef d'État lui-même est en train de travailler. Il a de bonne foi vraiment pour amener les solutions. Amatou Toumouna, dans la sous-commission bilinguisme, a laissé s'exprimer librement ses interlocuteurs. La présence de la commission, ça diminue la tension. La sous-commission multiculturalisme, conduite par Efwa Mbozo, a également collecté plusieurs informations qui ont permis à la commission de faire un état des lieux. Il y avait d'abord un centre culturel de Bamenda, que ce centre culturel pouvait être rétabli. Enfin, à la sous-commission du Vivre Ensemble, coordonnée par le professeur Abouem Achoyi, la consolidation de l'unité du Cameroun était au menu des échanges. De blanchir l'image de l'anglophone, donner une raison à ses revendications, même si son approche n'est pas l'approche cautionnée. Je ne suis pas pour la violence. Au finish, toutes ces informations collectées par cet organe consultatif seront consignées dans un rapport qui sera transmis au chef de l'État. Et autour de la table ce soir, le docteur Hugues-François Onana, journaliste sociopolitiste, mais surtout auteur du livre Pratique de la gouvernance
au Cameroun. Yannick Yemga également, qui est journaliste et coordonnateur de la rédaction de l'Œil du Sahel. Le professeur Aboya Manassé Ndong, qui est politologue à l'université de Douala. C'est sous cette casquette-là qu'il intervient ce soir. Enfin, une dame, le professeur Justine Difo, universitaire et coordonnatrice nationale du mouvement de l'ONG More Women in Politics. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Scène de Presse. Bonsoir, Alors, nous venons d'écouter ce reportage qui nous vient de CRTV Nord-Ouest et signé de Armand Ambassa. Docteur Hugues-François Onana, que vous suggère ce reportage que vous venez d'écouter et qui nous fait le point sur cette réunion qui s'est achevée, cette concertation qui s'est achevée dans la région du Nord-Ouest? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. La question relative au déploiement sur le terrain de la commission Moussongué nous interpelle en ce sens que l'objet, l'existence même de cette commission et puis son travail est une problématique aussi actuelle que pertinente. Et le fait que ces messieurs et dames soient déployés sur le terrain en dépit de la crise qui sévit dans cette région montre bel et bien qu'ils ont compris le sens de leur mission. Je rappelle que cette commission avait déjà pris langue avec les forces vives de la région du Sud-Ouest. Tout à fait. Je pense que le séjour dans le Nord-Ouest ne vise qu'à compléter les informations qui ont été collectées au niveau de la région du Sud-Ouest, et étant entendu que la question du bilinguisme et du multiculturalisme est générale à toutes les régions du Cameroun, et que la Commission a choisi d'abord de se déployer dans les régions dites anglophones. Il était normal que ces messieurs et dames de la Commission se rapprochent des populations sur le terrain pour recueillir leurs opinions, leurs aspirations, leurs volontés, leurs points de vue, même leurs suggestions. Alors justement, Yannick Yemga, après avoir écouté le docteur Hugues-François, est-ce qu'on peut dire que le dialogue est effectif? La Commission a quand même pu recueillir les desiderata de ces différentes populations? Bien, bonsoir à vous, Lucrèce, et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Pour répondre directement à votre question, je voudrais dire quand même que la commission Moussongué est sur le terrain depuis. C'est vrai qu'on parle du Nord-Ouest parce qu'il y a un contexte sociopolitique dont il ne faut pas... Justement, il faut, à mon sens, questionner encore le processus de dialogue. Parce que ce dialogue, à mon sens, devrait être encore plus inclusif. Lorsqu'on a libéré les caciques, les têtes de ce réseau, il aurait peut-être fallu trouver un mécanisme, des passerelles pour discuter, n'est-ce pas, avec ces personnes. Je suis d'accord qu'on dise qu'on ne discute pas avec des sécessionnistes, avec des radicaux, mais si on veut vraiment dialoguer, on a appelé ça dialogue inclusif. Et il y en a qui ont dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais j'ai un aîné qui me dit, et très philosophiquement, qui veut la paix prépare la concertation. Sérieusement, ça a un prix. Le prix serait de taire nos orgueils, je veux dire... Je ne sais pas quoi dire, mais sans choquer qui que ce soit, parfois même avec ses enfants, en tant que parents, on arrive à descendre un peu. Mais qui est-ce que vous voyez dans ces concertations-là, qui devrait y participer et qui n'y a pas participé? Je prends un exemple. Lorsque Madame le secrétaire général du Commonwealth est arrivée ici, elle a rencontré, il y a des personnalités qu'elle a reçues. Et entre autres, justement, on venait de libérer quelques-uns qu'elle a également reçus.
Peut-être que dans des rencontres bilatérales, peut-être pas dans une concertation ouverte, mais des rencontres en bilatéral, on pourrait tirer quelque chose de ce que ces personnes veulent exactement. C'est vrai que en initiant ce processus, cela pourrait calmer un peu le jeu sur le terrain, sur le théâtre des opérations, sur toutes les différentes poudrières, parce que justement ceux qui sont dans le maquis, comme qui dirait, sentiraient en face une réelle volonté de discussion franche, de concertation franche, et cela pourrait un peu calmer le jeu. Alors pour revenir à la question... Peut-être qu'il y a des initiatives pareilles qui ont été prises. Oui. Je voudrais quand même indiquer quelque chose, c'est que l'enlisement profite aux entrepreneurs du chaos, forcément. Et lorsque on parle de dialogue aujourd'hui, je pense qu'il faut que le gouvernement gagne la bataille de l'opinion publique dans ces régions-là. Il faut permettre aux modérés d'être plus audibles. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez les radicaux qui surfent sur un certain nombre de choses, désenclavement des régions, les problèmes sociaux et tout ça, pour dire qu'on ne peut avoir le salut que dans le cadre d'un État différent de celui-ci. Et quand je dis qu'il ne faille pas dialoguer avec ces gens, ce n'est pas une position radicale que j'adopte. Je dis simplement que vous, à partir du moment où vous avez des gens qui estiment qu'ils en ont terminé avec vous, il n'y a plus rien à faire, il faut qu'ils partent. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec quelqu'un. Un dialogue, ça signifie qu'on fait des concessions. De part et d'autre. De part et d'autre. Et ça doit commencer par le politique, encore une fois, qui a la solution de ce problème. C'est-à-dire qu'il faut un signal, à mon avis, très fort au niveau, par exemple, de la décentralisation, pour permettre à l'autre partie, justement, de mettre de l'eau dans son vin, pour qu'on arrive à une solution, comment on dit, concertée. Mais à partir du moment où les deux positions sont irréconciliables, il ne peut pas y avoir de dialogue d'emblée. François Nana, vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr. Allez-y. J'ai quelque chose à dire par rapport au processus de négociation envisagé. Je voudrais dire d'entrée de jeu qu'il ne faut jamais négocier dans la peur, ni avoir peur de négocier. Ne pas négocier dans la peur et ne pas avoir peur de négocier. Je pense qu'il n'y a pas de pression à faire sur un gouvernement, sur un État. L'État du Cameroun, c'est un État constitué. C'est un État dont les frontières sont internationalement reconnues. Je crois que ce débat-là doit être clôturé. Si nous devons négocier, je dis d'accord, négocions, mais négocions entre Camerounais. Nous ne pouvons pas négocier avec des gens qui se réclament d'une autre nationalité. Ça, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Nous négocions, le Cameroun peut négocier avec d'autres Camerounais, mais pas avec des gens qui se réclament d'une autre nationalité. Alors, je reviens donc à la question, n'est-ce pas, au précipifié. Et le collègue a parlé tout à l'heure des exigences liées à la décentralisation. C'est en réalité un problème de gouvernance qui ne se pose d'ailleurs pas seulement qu'au nord-ouest ou au sud. C'est un problème de gouvernance qui se pose au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Parce que quand vous parlez des routes qu'il faut faire, je vous rappelle qu'à 10 km de Yaoundé, des problèmes de route se posent. Oui, en quelques mots, je vous signale que nous n'avons plus beaucoup de temps à passer sur ce sujet. Oui, professeur. Je voudrais dire qu'il ne faut pas convoquer des aspects quasiment pièges. Le premier jour où vous acceptez une médiation internationale, l'international va investir le Cameroun et va dicter son calendrier. Le premier jour où les gens confondent ceux qui ont pris les armes pour être des miliciens à la part de ceux qui créent des partis politiques pour faire la politique, il faut éviter de faire une confusion. Quand on prend
l'option de prendre les armes, ça veut dire qu'on s'attend à la guerre. Quand on veut faire la politique, on crée un parti politique. La démocratie, c'est les élections. Donc moi, je crois qu'il faut éviter de convoquer les choses dialogue, pour perdre le temps aux gens. Ceux qui ont pris les armes doivent assumer le choix des armes et faire la guerre face à l'armée régulière. Alors, je voudrais... Faire abstraction, on prête beaucoup de pouvoir, ou bien on met beaucoup d'espoir, on fonde beaucoup d'espoir dans cette commission. D'aucuns pensent que c'est la panacée pour régler le problème anglophone au Cameroun. Ce n'est qu'un élément, qu'un élément parmi les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Je rappelle que la solution à ce problème est politique. Et donc, quant à l'action de la commission Moussongué, je crois que aller sur le terrain, rencontrer des personnes, dialoguer, c'est une bonne chose. Encore qu'il faut savoir aujourd'hui avec qui est-ce qu'il faut dialoguer. Je pense que je n'ai pas vu dans votre reportage qu'il y avait les autorités traditionnelles. On sait que ce sont des régions comme la région du Nord, comme les régions septentrionales où le pouvoir traditionnel est très important dans... Peut-être pas en interview, parce que je voudrais bien signaler là qu'il s'agissait du deuxième ou du troisième papier que nous faisions sur... non, mais moi je réagis au papier que vous avez présenté. Non, c'est pour ça que je vous apporte cette information supplémentaire. C'était donc le deuxième ou le troisième papier sur cette cérémonie-là qui portait sur les différentes commissions qui ont été mises en place de ce côté-là. Mais dans le premier papier, effectivement, on a vu les autorités traditionnelles intervenir. Bien, si cela a été fait, c'est une bonne chose parce que les chefs traditionnels sont des acteurs sociaux qui sont très importants. Je voudrais dire qu'il y a d'autres acteurs qui sont tout aussi importants, les acteurs politiques et la société civile. Le problème aujourd'hui, c'est que on a l'impression d'être dans une impasse parce qu'il n'y a pas de véritable, si vous voulez, il n'y a pas de véritable personne avec qui il faille dialoguer. Il n'y a pas d'interlocuteur, si vous voulez, du gouvernement véritable, parce que la faction, si vous voulez, la branche modérée de ce mouvement socio-politique-là est à faune aujourd'hui, et on entend on entend davantage les sécessionnistes, donc ceux avec qui il ne faut justement pas dialoguer, parce que il n'est pas question de sécession. Mais je crois que le gouvernement doit faire preuve davantage de bonne volonté. Il y a déjà des solutions qui sont mises en œuvre, fort heureusement, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin avec le processus de décentralisation, par exemple. Il faut penser à une forme de, si vous voulez, à donner un statut peut-être particulier à ces régions-là. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il appartient aux politiques de prendre ses responsabilités et de restaurer la paix et le climat social. Alors, professeur Aboya Manassé, il y a une certaine opinion qui en appelle, au-delà de ce dialogue qui a déjà été initié, de toutes les rencontres qu'il y a eu par le passé conduites par le Premier ministre, Philémon Yan et d'autres élites des deux régions. Il y a une certaine opinion, comme je le disais tantôt, qui en appelle à un dialogue plus large. Et vous posez le problème de la qualité des participations à cette éventuelle grand-messe. Naturellement, parce qu'il ne s'agit pas de convoquer des instances surréalistes qui sont difficiles à mettre en évidence, à opérationnaliser. Il s'agit de voir qui représente qui peut prendre des engagements capables d'avoir des conséquences sur le terrain. Yannick Yemga a exclu les sécessionnistes de ce dialogue-là, de toutes les façons. Naturellement, puisque... Parce qu'une sécession, c'est une déclaration de guerre, de fait. Non seulement c'est une déclaration de guerre, mais ceux-là sont classés parmi les radicaux qui ont pris les armes. Donc la commission ne peut pas aller rencontrer les gens sur le terrain, les gens qui sont armés, qui peuvent leur tirer dessus. Donc je crois qu'il s'agit aujourd'hui de saisir toutes les opportunités qui se présentent pour dialoguer. Et donc une instance nationale, à mon avis, elle est inutile. Il s'agit de dialoguer avec ceux qui peuvent dialoguer. Malheureusement, ceux qui sont volontaires, ceux qui sont disposés à rencontrer les différentes instances, les différentes personnalités, Premier ministre, MINAT, aujourd'hui Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, malheureusement, justement,
ceux qui sont sur le terrain ne sont pas concernés, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes. Les kidnappings continuent de se perpétrer. Malheureusement. Et c'est toute la grande déception et la grande équation à résoudre. Mais il faut quand même prendre acte de ce que on ne peut pas manquer de saisir une occasion pour dialoguer. Et là, c'est une bonne chose de descendre sur le terrain, c'est une bonne chose de montrer l'au-delà de ce que les gens sont disposés à dialoguer et que ceux qui ont pris les armes doivent se raviver qu'ils ont pris la mauvaise direction, qui reviennent effectivement. Et quand on voit la mobilisation qui se fait aujourd'hui sur le plan international, c'est parce que les gens se rendent compte que ceux qui ont pris les armes sont en difficulté sur le terrain, ne parviennent plus à dérouler comme ils le pensaient. Ils sont en difficulté face à l'armée et donc en appel à une médiation plutôt internationale, ne veulent plus dialoguer. Mais je crois qu'aujourd'hui, on appelle à une médiation internationale. J'ai suivi un débat dans une télévision concurrente qui parle même d'une éventuelle... Quel est votre avis sur la question? Mais bien sûr que c'est surréaliste. Bien sûr que le dialogue, c'est sur le terrain. Médiation internationale, pour faire quoi? Alors que les gens ont des opportunités qui peuvent leur permettre de dialoguer, d'échanger et de résoudre le problème en tant que Camerounais. Et c'est un problème entre Camerounais qui ne peut trouver de solution qu'entre Camerounais si les uns et les autres prennent acte de ce qu'ils se sont trompés. Seul le dialogue peut conduire à opérationnaliser des solutions viables pour tous et c'est la solution. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard. Les uns et les autres vont absolument faire volte-face et accepter de revenir sur terre et de dialoguer pour que le Cameroun trouve le problème entre Camerounais. Alors, professeur Justine Difo, le professeur Aboya Manassé parlait tantôt d'équations à résoudre et l'une des équations à résoudre après ces concertations avec les forces vives des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est, pour ne citer que celle-là, c'est celle de la prise en compte et de la mise en œuvre effective des recommandations et des résolutions issues de ces concertations-là. Je crois qu'avant d'en arriver à la mise en œuvre des recommandations, mais nous devons aussi éviter d'être pédants, de dire que, bon, écoutez, nous, on n'a rien à voir avec vous, on ne discute pas avec vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut identifier les véritables interlocuteurs. On a affaire avec eux, mais à condition qu'ils soient vous savez, camerounais. le problème de cette... Je voudrais terminer rapidement. Le problème, c'est qu'il faut que nous soyons honnêtes. Au début de cette crise-là, il y en a qui avaient nié, qui avaient dit qu'il n'y avait aucun problème. Il faut que nous soyons honnêtes et que nous regardons le problème en face. Je vous ai dit tout à l'heure, plus l'enlisement profite aux entrepreneurs de chaos. Aujourd'hui, sur le terrain, ce ne sont pas les acteurs politiques qui ont la haute main. Ce sont des bandits, ce sont des criminels qui vivent de cette situation-là et qui ont intérêt à ce que ça perdure. Mais ce sont aussi des Camerounais, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos époux, ce sont des personnes qui vivent avec nous, avec les populations tous les jours. Je voudrais quand même, pour finir sur ce sujet, la régie me fait de grands gestes, je voudrais pour finir sur ce sujet que le professeur Justine Difo répondre à la question que je lui ai posée tantôt sur l'usage qui sera fait des différentes recommandations issues de ces concertations-là. Parce que souvent, ce dont les populations se plaignent, c'est que on vient leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on met dans les tiroirs? Donc finalement, est-ce que ce n'est pas une équation également à résoudre? Si, bien sûr, c'est une équation qui est d'ailleurs simple. Parce que si on a engagé le processus, ça veut dire qu'il y a cette volonté politique d'évoluer vers le changement, vers la paix. Et du coup, après coup, il faudrait que des actions concrètes et ciblées en fonction des engagements qui ont été pris, justement, soient mises en œuvre. Ça peut apparaître simple. Je crois que si c'était simple, vous n'aurez pas posé la question. Mais il est important que nous franchissions le pas de cette gouvernance
pour effectivement améliorer le système de gouvernance qui existait jusque-là, quoi, à savoir prendre des résolutions et se dire qu'on les applique progressivement. Mais dans le cas de l'espèce, il y a urgence. Il y a urgence de faire taire les armes des actions à travers des actions qui amènent les populations qui ont été consultées. C'est le politique qui décide, hein, puisque la commission Moussongé c'est simplement un organe consultatif, il faut le rappeler. C'est le politique qui décide. Alors, monsieur, madame, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Serait-ce la fin de la crise à la FECAFOOT? Réponse le 17 août selon Cameroun Tribune. Dans 2 mois et demi exactement auront lieu les élections fédérales. L'annonce résonne dans la nouvelle expression au lendemain d'une conférence de presse entre mise à jour et démenti. Non, le choix du sélectionneur des Lions n'est pas encore validé. Oui, le contrat d'être réexaminé et retenez en passant qu'un nouvel organigramme et des redéploiements sont prévus au sein de la FECAFOOT. Le calendrier électoral s'affiche dans le jour tel que publié par le comité de Nord. L'équipe de Dieudonné Happy projette une fin de mission le 31 août 2018. Mais une autre date a barré les unes cette semaine. Le 20 mai a laissé quelques souvenirs amers au préfet du Mfundi. Dans la nouvelle expression, Jean-Claude Tila, mécontent, tense le SDF. Au cœur du courroux, le torse nu comme choix de tenue des militants de John Fundi lors du défilé civil. Plus qu'un manque de tenue, le préfet y perçoit un défi à l'État et un mépris de la République dans les colonnes de mutation. La missive laisse même filtrer des menaces d'exclusion chez le quotidien Émergence. En cas de non-recadrage, le SDF pourrait être banni des 20 mai à venir. Région commune préfère célébrer l'État unitaire décentralisé dans sa 4e sortie. Le trimestriel bilingue fait un focus sur les défis de la décentralisation à l'heure où la polémique enfle autour du monument Oumniobé, vandalisé au canton Bel. De quoi donner la nausée du tribalisme aux messagers. Le quotidien relaie une tribune d'Achille Mbembe pour redire la force du symbole Oumniobé dans l'histoire du Cameroun. Au-delà de l'indignation, Aurore Plus choisit l'explication. L'hebdomadaire plaide un devoir de revendication légitime des chefs Sawa pour un hommage similaire aux héros Douala. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. À dimanche, Régine Gladys Le Bouddha. Les élections se préparent au Cameroun. Depuis le début de l'année, on a déjà eu une consultation électorale, à savoir les sénatoriales. Il reste les législatives, probablement les présidentielles et peut-être les régionales. Alors Yannick Yemga, un nouveau top management à la direction générale des élections. Qu'est-ce que vous avez eu comme commentaire au niveau de l'œil du Sahel? Je voudrais d'abord dire que nous avons fait un papier pour rendre compte de la situation à Elections Cameroun, à la suite de, je ne sais pas si je dois dire communiqué ou parce que c'était intitulé point de presse. Bref, du document rendu public par le Conseil électoral. Oui, pour la session extraordinaire du Conseil du 25 mai. Et nous indiquions que ce document révélait que le Conseil avait constaté qu'il y avait une situation, un climat délétère, une démotivation généralisée du personnel, gestion opaque et calamiteuse des ressources financières, matérielles d'Elections Cameroun, à la suite de quoi ils ont constaté une faute lourde. Alors, je pense que les nouveaux hommes, ou si vous voulez le directeur général, M. Eric Essoussé, et son adjoint, M. Abdul Karimou, arrivent justement dans ce contexte-là, où le personnel est démotivé, où il n'y a pas de clarté concernant le patrimoine de l'organe en charge de l'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaire.